Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai fait un beau voyage. Et je ne rentre pas sans souci. Et j'ai bien des méditations. C'est l'heure de revenir à Jack London. Alors c'est amusant de parler de Jack London alors que j'étais à Londres, mais que en fait lui il était américain et qu'on va reparler des Vagabonds du Rail. La vraie traduction vraiment officielle ce serait le Trimard, mais j'aime tellement plus la traduction des Vagabonds du Rail qui est bien plus évocatrice et poétique. Et je l'ai un peu reparcouru hier en réfléchissant à cette vidéo, qui a bien des raisons, et regardez la description, pour songer à tout cela. Et là, en fait, je l'avais lu en poche, et depuis, il est sorti le Pléiade, le coffret Pléiade que m'a offert ma maman, et merci maman. Volume 1, volume 2, coffret. Et et je l'ai jamais complètement reparcouru, alors que ça, c'est vraiment un regret de manque de temps. Et puis des fois aussi, ce n'est pas toujours du manque de temps, et je l'évoque régulièrement ici, c'est aussi j'allais dire le manque d'entrain, ce qui serait paradoxal pour un texte comme Les Vagabonds du Rail. Mais c'est encore autre chose qui se joue, qui est de l'ordre de la disponibilité d'esprit peut-être. Mais je suis très heureuse d'avoir ce Pléiade-là. Donc texte présenté par Philippe Jaworski, traduit et annoté par Marc Chentier. Et je savais pas, donc j'en ai déjà parlé, et j'avais lu le début du premier texte, donc Les Vagabonds du Rail, donc le Trimard. C'est en fait, je crois, 8 articles qui ont été publiés sous forme d'un genre de grand reportage par London pour un journal, je sais plus lequel. Et qui donc sont rassemblés, je sais pas avec quel degré de modification, je n'ai pas lu la présentation. J'ai déjà envie d'en parler là comme ça, et donc j'arrive, j'y vais. J'ai hésité à aborder d'ailleurs ça se voit pas, je laisse des marques tapage, enfin ça se voit pas mais moi je le vois, Comme on brûle le dur, qui décrit vraiment ce qu'est l'action de London. Je le rappelle, London, là c'est le jeune London, le London très voyageur, qui saute sur les trains pour voyager gratuitement, en s'accrochant, en fait ce sont des voyages clandestins, de souvent jeunes hommes, plus ou moins jeunes, qui sont aussi ce qu'on appelle les hobos, qui sont en fait les ancêtres des hippies du sur la route de Kerouac. Mais on n'oubliera pas que Kerouac avait, je crois, une maman et une petite amie, enfin en tout cas sa mère lui envoyait de la thune sur la route. Elle est peu mentionnée, me semble-t-il, dans Sur la route, mais je ne l'ai pas eu depuis longtemps. Enfin, c'est un peu comme l'autarcie de Soro dans les bois. Hein. D'abord, il était pas très loin d'un village, et puis il y avait des femmes qui s'occupaient de lui, quoi. Donc là, chez London, non, là on est vraiment dans le dur, on est vraiment dans le voyage. Donc brûler le dur, c'est comment on va y aller. Mais en fait, j'ai envie de parler j'allais dire chapitre, mais peut-être faut-il dire, et puis j'ai foutu ma carte réduction SNCF au milieu parce que je suis pas une grande voyageuse, et je suis pas une aventurière, mais il m'arrive de prendre le train. Et ça doit... Mais voilà, il y a... Dans cette séquence, en fait, j'ai envie, je pense qu'elle peut avoir d'évocateur, et de la découvrir là, maintenant, avec vous en vidéo, c'est parti. Image. Que ça peut bien faire, enfin, qu'on meure où et comment, du moment que notre santé nous permet du bon temps, Sextine du Roi des Vagabonds. Alors, il y a des illustrations, je sais pas trop d'où elles sortent, ces illustrations, peut-être du reportage, quelque chose comme ça. Peut-être le plus grand charme de la vie de vagabond tient-il à son absence de monotonie. Au pays du Trimard, la vie a des traits protéins. C'est une fantasmagorie en perpétuelle mutation où l'impossible se produit et l'inattendu surgit des buissons à chaque tournant de la route. Le trimardeur ne sait jamais ce que le moment suivant lui réserve, d'où il s'ensuit qu'il ne vit que dans le moment présent. Il a appris la futilité de toute entreprise visant le long terme et connaît les plaisirs éprouvés à se laisser porter par les caprices du hasard. Ce qui nous ramène ici à ce que sont les traits prototypiques ou stéréotypiques ou archétypaux ou traditionnels du roman d'aventure, qui vient notamment de ce qu'on appelle le roman picaresque, fondé sur le personnage du Picaro. Sauf que là, c'est vraiment vécu, on n'est pas chez le sage.
On est chez London. Il m'arrive souvent de repenser à mes jours de vagabondage, et je ne cesse alors d'être ébloui par la succession rapide des images qui fusent dans mon souvenir. Peu importe par quel moment je choisis de commencer, n'importe quel jour choisi parmi d'autres est un jour particulier, riche d'un album d'images vives et mouvantes qui n'appartiennent qu'à lui. Par exemple, je me rappelle une matinée d'été pleine de soleil à Harrisburg, en Pennsylvanie, et immédiatement me vient à l'esprit le bon augure par quoi la journée commençait. M'installer, c'est un peu l'équivalent des acides Rimbaud, Empire. Un installé en compagnie de 2 vieilles demoiselles, et pas dans leur cuisine, mais dans leur salle à manger, toutes deux assises à la même table que moi. Nous mangeâmes des œufs dans des coquetiers. C'était la première fois que je voyais un coquetier, n'en ayant même jamais entendu parler. Je fis d'abord preuve d'une certaine maladresse, je l'avoue, mais j'avais grand faim et aucun complexe. Je maîtrisais la technique du coquetier, m'assurant du même coup une maîtrise des œufs à en faire se dresser les 2 vieilles sur leur chaise. Elles, on aurait dit 2 canaris à leur façon de manger. Elles chipotaient chacune leur œuf, grignotaient de minuscules mouillettes de pain grillé. Leur vie était à son étiage, leur sang appauvri, et elles avaient dormi au chaud toute la nuit. Moi, j'avais passé la nuit dehors, puisant abondamment dans mes réserves de chaleur à tailler la route depuis un endroit du nom d'Emporium dans le nord de l'État. Des mouillettes de pain grillé. Invraisemblables, mais chacune ne me faisait qu'une bouchée, même pas une béquée, sans plus. Il est fastidieux d'avoir à tendre la main pour reprendre un petit bout de pain à chaque coup de lippe, alors qu'on se sent parfaitement capable de pleines et nombreuses bouchées. Quand j'étais un tout petit gars, j'avais un tout petit chien qui s'appelait Ponche. Je m'occupais moi-même de le nourrir. Quelqu'un chez nous avait tiré de nombreux canards et nous avions fait un bon repas de viande. Ayant fini le mien, je préparai le dîner de Ponche, une grande platée d'eau et de bons petits morceaux. Je sortis pour la lui donner, or il se trouve qu'un visiteur était arrivé à cheval d'un ranch voisin, accompagné d'un Terre-Neuve de la taille d'un veau. Je posai le plat par terre, Ponche remua la queue et entama son repas. Il avait devant lui une bonne demi-heure de plaisir. Il se produisit soudain une grande ruée. Ponche se vit balayer comme un fétu de paille sur le passage d'un cyclone, et le Terre-Neuve en question fondit sur le plat. Malgré son énorme gueule, on avait dû l'habituer à manger en vitesse, car, dans le bref intervalle précédant le coup de pied dans les côtes que je lui destinais, il engloutit toute la platée, nettoyée. Sa langue s'attarda un instant sur les ultimes traces de graisse. Ainsi ce gros Terre-Neuve s'était comporté envers le plat de mon chien Ponche, ainsi que je me comportais envers la table de ces 2 demoiselles de Harrisburg, balayées. Je ne cassai rien, mais fis disparaître pain grillé et café. La bonne en rapporta, mais je ne la laissai pas en repos, et elle ne cessait d'en rapporter et d'en rapporter encore. Le café était délicieux, mais je ne vois pas pourquoi on le servait dans des tasses si minuscules. Quel temps me restait-il pour manger, alors que je le consacrais intégralement à me verser les nombreuses tasses de café que j'avais à boire? En tout cas, il me restait assez de temps à ma langue pour déblatérer. Ces 2 demoiselles, avec leur teint rose et pâle, leurs boucles grises, n'avaient jamais posé les yeux sur le visage rayonnant de l'aventure. Comme dirait le roi des vagabonds, elles avaient travaillé toute leur vie dans la même brigade. Au sein des douces senteurs et des limites étroites de leur morne existence, je faisais pénétrer les grands souffles du monde, chargés des robustes odeurs de la sueur et de la lutte, des saveurs et des parfums de contrées et de terres lointaines. Et croyez bien que je fis éprouver à leurs tendres pommes les callosités des miennes. Cette corne épaisse d'un bon demi-pouce que produisent manœuvres et cordages, les longues et pénibles heures passées à caresser les manches de pelle. Ce geste, je ne l'accomplis pas simplement par juvénile fanfaronnade, mais pour la rendre manifeste par cette preuve de labeur, mon droit à leur charité. Ah, je les revois à présent, ces chères, charmantes dames, exactement comme je les vis à la table du petit déjeuner, il y a 12 ans de cela. Discourant sur les exploits de mes pieds en ce monde, écartant d'un revers de main leurs aimables conseils, ainsi qu'ils sied un véritable petit diable, les faisant frissonner, certes, au récit de mes aventures, mais aussi de celles vécues par tous les autres personnages auxquels je m'étais frotté et avec qui j'avais échangé des confidences. Je les faisais toutes miennes, les aventures des autres, j'entends, et si ces demoiselles avaient été moins confiantes et moins naïves, elles auraient pu superbement m'emberlificoter dans ma chronologie. Bon, très bien, et alors? Le troc était équitable, en échange de leurs nombreuses tasses de café, de leurs œufs et de leurs mouillettes de pain grillé, je donnais largement de moi-même. De la distraction, je leur en procurais avec une générosité princière.
Venir m'asseoir à leur table, c'était leur faire vivre une aventure. Or, chacun sait que l'aventure n'a pas de prix. Descendant la rue, après avoir pris congé des deux demoiselles, je récupérai un journal sur le seuil d'un lève-tard et allai m'étendre dans l'herbe d'un parc pour me mettre au courant de ce qui s'était passé dans le monde ces dernières 24 heures. Là, dans ce parc, je rencontrai un compagnon de vagabondage qui me narra l'histoire de sa vie et tenta de me convaincre de m'enrôler dans l'armée des États-Unis. Il avait cédé au sergent recruteur et s'apprêtait à s'enrôler lui-même. Ne voyons donc pas pourquoi je ne le ferai pas en même temps que lui, ce qui peut nous rappeler le début de Voyage au bout de la nuit. Il avait fait partie de l'armée de Coxey lors de la marche sur Washington plusieurs mois auparavant, ce qui paraissait lui avoir laissé le goût des choses militaires. J'étais moi aussi, oh là là, quelle horreur. J'étais moi aussi l'ancien combattant. N'avais-je pas, en effet, été deuxième classe dans la compagnie L de la 2e division de l'armée industrielle de Kelly, puis plus communément appelée sous le nom d'offensive du Nevada? Mais mon expérience de l'armée ayant eu sur moi un effet inverse, je laissais ce trimardeur aller son chemin pour rejoindre les chiens de guerre, tandis que je truchais en quête de dîner. Ce devoir accompli, j'entrepris de traverser le pont qui franchit la Susquehanna pour rejoindre la rive ouest. J'oublie le nom de la compagnie de chemin de fer qui desservait ce côté du nord au sud, mais pendant que j'étais allongé dans l'herbe ce matin-là, l'idée m'était venue de me rendre à Baltimore. C'était donc à Baltimore que j'allais me rendre par cette ligne. Son nom ne me revient décidément pas. L'après-midi, il faisait chaud, et une fois sur le pont, j'aperçus toute une bande de gars qui se lançaient à la nage d'une des jetées, et que je me déshabille et que je me mets à l'eau. L'eau était bonne. Mais lorsque j'en ressortis me rhabiller, ce fut pour m'apercevoir que j'avais été volée. Quelqu'un avait fouillé dans mes vêtements. Je vous laisse décider si se faire voler suffit à la part d'aventure d'une seule journée. J'ai connu des hommes qui s'étaient fait voler, et qui n'ont pas cessé d'en parler le restant de leur jour. À dire vrai, le voleur qui m'avait fait les poches n'avait pas pu trouver grand-chose, 30 ou 40 cents en pièces de 5, et de 1 mon tabac et mon papier à cigarette. Mais c'était tout ce que j'avais, même si c'est plus que ce que l'on peut dérober à la plupart des gens vu qu'il leur reste quelque chose chez eux, et que moi je n'avais pas de chez moi. C'était une vraie bande de durs qui se baignait là, tout bien considéré, je trouvais plus intelligent de ne pas rouspéter. Je me contentais donc de leur taper de quoi, et j'aurais pu jurer que c'était dans une de mes feuilles de papier à cigarette que je roulais le tabac. Reprenant mon chemin sur le pont, je rejoignis à pied la rive ouest. C'était là que passait la ligne qui m'intéressait, pas de gare en vue. Comment attraper un train de marchandises sans rejoindre une gare? Telle était la difficulté. Je remarquai que la voie suivait une forte pente, culminant à l'endroit où je l'avais rejointe, et je savais qu'un convoi lourd ne pouvait pas y parvenir à bien grande allure. Mais à quelle allure, au juste? De l'autre côté de la voie s'élevait un grand talus. Tout en haut, sur le bord, je vis une tête d'homme dépassée de l'herbe. Peut-être savait-il à quelle vitesse les convois grimpaient la côte, et quand passerait le prochain en direction du sud, je lui criai mes questions. Il me fit signe de monter le rejoindre. J'obtempérai, pour découvrir, une fois parvenu en haut, 4 hommes allongés dans l'herbe avec lui. Embrassant la scène du regard, je compris qui ils étaient, des tziganes américains. Dans l'espace découvert qui s'étendait par-delà le talus au milieu des arbres, se trouvaient plusieurs roulottes banales. Des enfants en guenilles, à moitié nus, couraient dans le champ en tous sens, même si je remarquai qu'ils prenaient garde de ne pas s'approcher des hommes, ni de les importuner. Plusieurs femmes, maigres, dénuées de toute beauté, marquées par le labeur, vaquaient çà et là, à diverses corvées, et j'en remarquai une assise toute seule sur le banc d'une des roulottes, la tête tombante, les genoux mollement rassemblés, sous le menton et sein de ses bras. Elle ne paraissait pas heureuse. On aurait dit que rien ne lui importait, ce en quoi je me trompais, car je devais apprendre plus tard que quelque chose de fait lui importait beaucoup. Toute la gamme des souffrances humaines se lisait sur son visage, comme, en outre, s'y lisait l'expression tragique d'une parfaite incapacité à en éprouver de nouvelles. Plus rien ne pouvait plus la blesser. Voilà ce que semblaient exprimer ses traits. Mais en cela aussi je me trompais. Je m'étendis dans l'herbe au bord du talus et engageai la conversation avec les hommes. Nous étions de la même famille, des frères. Moi, j'étais le trimardeur américain, et eux, c'étaient les tziganes américains. Je connaissais assez bien leur argot pour soutenir une conversation, et ils connaissaient assez bien le mien. 2 autres individus appartenant à leur bande se trouvaient alors à Harrisburg, de l'autre côté du fleuve, à exercer leur talent de musher.
Le musher est un fakir itinérant. Il ne faut pas confondre ce mot avec le musher du Klondike. Encore que les deux termes puissent avoir la même origine, à savoir une forme corrompue du français, marche-on, marcher, se mettre en marche, d'où mush. Le filon qu'exploitaient les deux mushers qui avaient traversé le fleuve consistait à remettre les parapluies en état. Mais quelle combine au fond cette activité dissimulée réellement, on ne me le révéla pas, et il aurait été impoli de poser la question. C'était une journée magnifique. Pas un souffle de vent, et nous nous chauffions les os au miroitement d'un beau soleil. De toutes parts montait le bourdonnement somnolent des insectes, et l'air exquis était chargé des senteurs de la terre douce et des jeunes pousses vertes. Notre paresse nous limitait à un vague échange de marmonnements intermittents. Puis, discordance brutale, cette paix et cette quiétude furent soudain chamboulées par l'homme. Deux gamins, de 8 ou 9 ans, jambes nues, avaient sans grande conséquence enfreint une règle quelconque du campement, je n'appris pas laquelle, et un homme allongé près de moi se redressa soudain sur son séant et les appela. C'était le chef de la tribu, un homme au front étroit, dont le regard filtré par d'étroites plissures, et dont les lèvres minces et les traits sardoniques et crispés expliquaient la raison pour laquelle les deux garçons avaient sursauté, et s'étaient raidis comme faons effarouchés au seul son de sa voix. Sur leurs traits se peignait à la fois crainte et vigilance, et, pris de panique, ils se détournèrent pour fuir. Il leur cria de revenir, et l'un des enfants ralentit de mauvaise grâce sa course, sa petite silhouette fluette illustrant en pantomime le combat que se livraient en lui la peur et la raison. Il voulait rebrousser chemin. Son intelligence et l'expérience lui disaient que revenir en arrière serait un moindre mal que de continuer à fuir. Mais pour autant, cette perspective demeurait assez menaçante pour donner à ses pieds des ailes et intimer à ces dernières de prendre leur essor. Il n'entraîna pas moins de temps qu'il pouvait et partagea entre les deux conduites jusqu'à gagner l'abri des arbres, où il s'arrêta. Le chef de la tribu ne se lança pas à leur poursuite. À pas nonchalant, il alla prendre dans une roulotte un fouet de forte taille, puis il revint au milieu de l'espace libre et s'immobilisa. Il ne dit pas un mot. Il ne fit pas un geste, il était la loi, impitoyable et toute puissante. Planté là, il se contentait d'attendre, et je savais, nous savions tous, et les deux gamins à l'abri sous les arbres savaient aussi, ce qu'il attendait. Le garçon qui était resté en arrière revint à pas lents. Sur son visage se lisait l'empreinte frémissante de sa détermination. Il ne broncha pas. Il était décidé à subir sa punition, laquelle, remarquez-le bien, n'allait pas sanctionner la faute initiale, mais celle de s'être enfui. Et en cela, ce chef de tribu se conformait au principe de la société d'enragés dans laquelle il vivait. Nous punissons nos criminels, et lorsqu'ils s'évadent et s'enfuient, nous les ramenons en prison et ajoutons à leur peine. L'enfant, s'étant dirigé droit vers le chef, s'immobilisa dès qu'il fut à portée de fouet. La lanière siffla, et je me sentis tressaillir, stupéfait par la violence du coup. Sa petite jambe était si maigre, si chétive, la chair blêmit à l'endroit où la lanière s'était enroulée pour la mordre, puis, au même endroit livide, surgit la cruelle boursouflure, ponctuée sur toute sa longueur de petits suintements écarlates, là où la peau avait été entamée. Le fouet tournoya à nouveau, et tout le corps du gamin se crispa dans l'attente du coup. Mais il ne bougea pas. Sa volonté ne cédait pas. Une deuxième marque lui tuméfia la peau, puis une troisième. Ce ne fut qu'à la quatrième sanglade que le garçon lâcha un cri. Il lui était devenu impossible de rester sans bouger, et à compter de ce moment, au rythme des coups, il exécuta la gigue de ses tortures accompagnée de hurlements, sans pour autant essayer de fuir. Que son involontaire sarabande le mit hors d'atteinte du fouet, son pas suivant le replaçait à portée. Et lorsque tout fut fini, après une douzaine de coups, il s'éloigna, gémissant, glapissant, parmi les roulottes. Le chef, sans bouger, attendait. Le second gamin émergea du couvert, mais lui ne s'approcha pas en droite ligne. On eût dit un chien couchant, sans esprit de frousses brèves et soudaines, qui le faisait se dérober et d'étaler d'une demi-douzaine de pas. À chaque fois, pourtant, il faisait demi-tour pour revenir à nouveau, décrivant des cercles qui l'approchaient de plus en plus de l'homme, geignant, étouffant à demi, des cris inarticulés pareils à ceux d'un animal. Je m'aperçus que jamais ses yeux ne regardaient l'homme. Il demeurait fixé sur le fouet, et j'y distinguai une épouvante qui me donna mal au cœur, la terreur éperdue d'un enfant inconcevablement maltraité. J'ai vu des hommes forts tomber de toutes parts à la guerre, se tordre dans les affres de la mort. Je les ai vus par vingtaines déchiquetés par des obus, j'ai vu leurs corps mis en pièces. Croyez-moi pourtant être témoin de tout cela, n'était que réjouissance, rires et rengaines à côté de l'effet qu'eut sur moi le spectacle navrant qu'offrait ce pauvre enfant.
La fouettée commença. Celle qu'avait subie le premier garçon n'était qu'amusette en comparaison. En un rien de temps, le sang se mit à couler sur ses jambes grêles. L'enfant dansait, se tortillait, se pliait en deux au point qu'on aurait pu croire un pantin grotesque mu par des ficelles. On aurait pu, vous dis-je, car ses hurlements démentaient les apparences et les marquaient au sceau de la réalité. Ses cris étaient stridents et perçants. On n'y percevait rien de rauque, rien que la mystérieuse indétermination sexuelle d'un enfant, d'une voix d'enfant. Vint le moment où le jeune garçon ne put en supporter davantage, la raison le quitta, il tenta de s'enfuir. Mais l'homme lui emboîta le pas, bridant sa course, le ramenant sans cesse dans l'espace découvert sous la pluie de ses coups. Tout fut d'un coup suspendu. J'entendis un cri sauvage, étouffé. La femme assise sur le banc de la roulotte en était descendue et venait en courant s'interposer. Elle s'élança entre l'homme et l'enfant. « Ah, tu en veux ainsi, hein ?» dit l'homme au fouet. « Eh bien, en voilà. » Il leva le fouet sur elle. Elle portait une jupe longue. Aussi ne lui visa-t-il pas les jambes. De sa lanière, il voulut lui cingler le visage qu'elle protégea aussi bien qu'elle put de ses mains et de ses avant-bras, rentrant sa tête penchée entre ses maigres épaules, essuyant les coups de ses maigres épaules et de ses bras. Mère héroïque. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. L'enfant, hurlant toujours, s'échappait vers les roulottes. Et pendant tout ce temps, les 4 hommes allongés près de moi avaient regardé le spectacle sans faire un geste. Je n'avais pas bougé non plus. Et je l'avoue sans honte, même si ça m'a raison dû livrer un rude combat à l'élan naturel qui me poussait à me lever pour m'en mêler. La vie, je connaissais. À quoi aurait servi à cette femme ou à moi-même de me faire battre à mort par 5 hommes, là, sur les berges de la Susquehanna? J'avais un jour vu un homme se faire pendre, et bien que toute mon âme protestait, nul cri ne sortit alors de ma bouche. L'eût-il fait que, selon toute vraisemblance, mon crâne eût explosé sous le coup d'une crosse de revolver, car, au terme de la loi, cet homme devait être pendu. Et ici, dans ce clan de tziganes, la loi dictait que cette femme fût fouettée. Pour autant, la raison dans les 2 cas que je ne m'en mêlais point n'était pas qu'il s'agit de la loi, mais que la loi fût plus forte que moi. N'eussent été ces 4 hommes allongés sur l'herbe à côté de moi, je me serais fait une vraie joie de rentrer dans le lard de l'homme au fouet. Et, sauf à ce que le sort s'en mêlant me tomba dessus, couteau ou massue à la main, l'une ou l'autre des femmes de ce campement, je ne doute pas d'avoir pu le réduire en bouillie. Toutefois, ces 4 hommes se trouvaient bien à côté de moi sur l'herbe, et dotaient ainsi leur loi d'une puissance supérieure à la mienne. Oh, croyez-le bien, la souffrance, j'en avais eu ma part. Il m'était déjà arrivé de voir des femmes se faire battre, souvent, mais jamais je n'avais encore assisté à pareille volée. Sa robe d'une épaule à l'autre n'était plus que lambeau. Un coup de fouet avait trompé sa défense, lui labourant une marque sanglante de la joue au menton. Ce ne fut pas un coup, ni 2, pas une douzaine de coups, ni 2 douzaines, mais une série illimitée, infinie de coups que ce fouet lui infligea, venant à chaque fois s'incruster dans sa chair. La sueur me coulait, ma respiration était lourde, je m'agrippais à l'herbe au point d'en arracher les racines. Et tout ce temps, ma raison me murmurait « Imbécile, imbécile !» Ce coup qui lui avait lacéré le visage eut presque raison de moi. J'allais pour me redresser, mais la main de l'homme qui se trouvait à côté de moi vint se poser sur mon épaule pour me faire asseoir. « Du calme, mon gars, du calme !» me prévint-il à voix basse. Je le regardais. Il me rendit sans scier mon regard, il était costaud, avec de larges épaules et des muscles puissants. Un visage cagnard, flegmatique, indolent, assez aimable dans l'ensemble, mais dénué de toute passion, et assurément d'âme. Un esprit terne, dépourvu de méchanceté, comme de sens moral, bovin, obstiné. Un simple animal, qu'autrement dit, chez qui ne luisait guère par intermittence qu'une fluette étincelle d'intelligence. Une brave brute, en quelque sorte, dotée de la force et de l'acuité mentale d'un gorille. Sa main s'apesantissait sur moi, et j'en déduisais le poids des muscles qui la commandaient. Je regardais aussi les autres brutes, dont 2 ne manifestaient ni inquiétude ni curiosité, et l'autre se régalait du spectacle. Alors la raison me revint, mes muscles se détendirent, et je me laissai retomber dans l'herbe. Je retournai en pensée vers les 2 demoiselles avec qui j'avais pris mon petit déjeuner le matin même. Moins de 2 miles à vol d'oiseau les séparaient de cette scène. Ici, en l'absence de tout vent, sous un généreux soleil, une de leurs sœurs se faisait fustiger par un de mes frères. Ici s'écrivait une page de vie qu'elle ne pourrait jamais voir, et mieux valait, même si, ne la voyant pas, elle demeurerait à jamais incapable de comprendre en quoi elles étaient sœurs, ni de se comprendre elles-mêmes, ni de savoir de quelle glaise elles étaient pétries. Il n'est en effet pas donné à une femme d'habiter des pièces exiguës aux délicieux parfums, et d'être en même temps la petite sœur du monde entier. La fouettée avait pris fin, et la femme qui avait cessé de crier regagna son banc sur la roulotte. Les autres femmes ne vinrent pas pour autant la trouver, pas tout de suite en tout cas. Elles avaient peur.
Mais elles arrivèrent un peu plus tard, ayant laissé s'écouler un intervalle décent. L'homme rangea son fouet et nous rejoignit, se laissant tomber sur l'herbe à côté de moi. Il était encore tout essoufflé de ses efforts, il essuya la sueur qui lui coulait dans les yeux et me lança un regard de défi. Je le lui rendis d'un air détaché, ce qu'il venait de faire ne me regardait pas. Je n'ai pas pris congé trop brusquement. Je restai encore allongé là une demi-heure, ce qui, au vu des circonstances, répondait à la fois aux exigences du tact et de l'étiquette. Je roulais des cigarettes avec le tabac que je leur empruntais, et lorsque je me glissais au bas du talus pour retrouver les voies, je disposais de tous les renseignements nécessaires pour attraper le prochain train de marchandises en direction du sud. Bon, et alors? C'était une page de la vie, rien de plus, et j'en ai vu de pire, bien pire en abondance. J'ai souvent péroré, par pure facétie, croyaient mes auditeurs, sur le fait que la différence essentielle entre l'homme et les autres animaux est que l'homme est le seul animal à maltraiter les femelles de son espèce. Il s'agit là de quelque chose dont aucun loup, aucun coyote, si court soit-il, ne seront jamais coupables. De quelque sorte que même le chien abattardi par la domesticité ne fera jamais. Le chien a conservé en cela son instinct sauvage, là où l'homme a perdu la plupart de ses instincts, des bons en tout cas. Des pages de vie plus sombres que ce que je viens de décrire. Lisez les reportages sur le travail des enfants aux États-Unis, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud ou dans le Nord, peu importe. Et apprenez que nous sommes tous, nous les profiteurs, les typographes et les imprimeurs, des pages de la vie pires que cette simple histoire de femmes battues au bord de la Susquehanna. Je descendis la pente sur une centaine de yards, jusqu'à un endroit offrant un appui suffisant. Là, je pourrais attraper mon train de marchandises pendant qu'il gravirait à petite vitesse la colline. Et je découvris aussi, au même endroit, une demi-douzaine de trimardeurs qui attendaient la même chose. Plusieurs, avec un vieux jeu de cartes, disputaient une partie de piquet. Je me joignis à eux. Un nègre entreprit de battre les cartes, j'en suis désolé. Il était gros et jeune, avec une face de lune, il rayonnait de bonne humeur et lui suintait par tous les pores. Alors qu'il me donnait ma première carte, il s'arrêta et me dit « Dis donc, ma cloche, je t'aurais pas vu quelque part ?»« Sûr que si, je lui répondis-je, même que t'avais pas les mêmes habits à ce moment-là. » Il ne comprenait pas. « Buffalo, ça te dit quelque chose ?» lui demandai-je. Alors il me remit, et avec force rires et exclamations, il me salua en camarade. Car à Buffalo, ses vêtements avaient été à rayures tout le temps qu'il avait tiré sa peine au pénitencier du comté d'Erié. À dire les choses comme elles sont, les miens étaient alors rayés à l'identique, vu que j'ai tiré ma peine aussi. Tandis que se poursuivait la partie, j'appris quel en était l'enjeu. Descendant le talus vers le fleuve, un chemin raide et étroit conduisait à une source quelques 25 pieds en contrebas. Nous jouions sur le rebord du talus. Le joueur qui se faisait coincer devait prendre une petite boîte de lait condensé vide et s'en servir pour aller chercher de l'eau au gagnant. La première partie prit fin, et ce fut le Morico qui se retrouva coincé. Il prit la petite boîte de lait et descendit la pente, pendant que nous restions assis à le charrier. Nous bûmes comme des trous. Il lui fallut 4 allers-retours rien que pour moi, et les autres étanchèrent leur soif avec une égale générosité. Le sentier était très raide, et de temps à autre, le Morico glissait arrivé à mi-pente, renversait son eau et se trouvait forcé de retourner en fusée. Mais il ne se fâchait pas pour autant. Il riait d'aussi bon cœur que nous, c'était la raison qui le faisait perdre pied si souvent. Il nous garantit aussi les prodigieuses quantités d'eau qu'il boirait dès que ce serait à quelqu'un d'autre de se retrouver coincé. Notre pépi guéri, on entama une nouvelle partie. Ce fut de nouveau le Morico qui se retrouva coincé. Et nous bûmes de nouveau tout notre saoul. Une troisième, puis une quatrième partie s'achevèrent de la même façon, et à chaque fois, le noirot à face de lune faillit défeinter de joie, tant il goûtait la destinée que lui réservait ainsi le hasard. Et nous en mourûmes presque avec lui, notre joie égalant la sienne. Nous rîmes comme d'insoucieux enfants ou comme des dieux, là, au bord de ce talus. Je sais quant à moi que je ris tellement qu'il me sembla que mon crâne était près d'éclater, et je bus tant à cette boîte que j'en avais le corps pratiquement saturé. S'installa alors un débat de première importance visant à déterminer si nous parviendrons à attraper le train lorsqu'il grimperait la côte, avec le poids de toute cette eau à l'abri de notre ventre. Cet aspect précis de la situation faillit avoir pour de bon raison du Morico. Il lui fallut suspendre 5 bonnes minutes ses tâches de porteur d'eau pour se rouler par terre de rire. Tandis que s'allongeaient les ombres de plus en plus loin sur le fleuve et que venait un doux et frais crépuscule, pas un instant nous ne cessâmes de boire de l'eau, et pas un instant notre échanson d'ébène ne cessa de nous en apporter. Oubliez la femme battue d'à peine 1 heure plus tôt. Cette page avait été lue et tournée. M'occupait à présent la lecture de cette page nouvelle, et, lorsque le sifflet de la locomotive retentirait sur la côte, j'aurais achevé cette page-ci et commencerais d'en lire une autre.
car ainsi se déroule le livre de la vie, page après page, en pages innombrables, quand on est jeune. Puis nous fîmes une partie que le Morico ne parvint pas à perdre. La victime était un trimardeur tout maigre, souffrant apparemment de brûlures d'estomac, celui qui d'entre nous s'était le moins esclaffé. Nous lui dîmes que nous ne voulions pas d'eau, ce qui était la vérité. Ni toutes les richesses d'Ormus et des Indes, ni la pression d'un bélier pneumatique n'auraient pu contraindre ma carcasse saturée à absorber une goutte de plus. Le Morico semblait déçu, mais se montrant à la hauteur de la situation, il avoua qu'il en boirait bien un peu. Et c'était exact. Il en but, puis en rebut, et en rebut encore. Et le trimardeur attrapit l'air de gravir et descendre sans cesse le raidillon, et le Morico d'en redemander sans cesse. Il but plus d'eau que nous n'en avions bu à nous tous. Le crépuscule fit place à la nuit, les étoiles apparurent, il continuait de boire. Je suis certain que si le sifflet du train ne s'était pas fait entendre, il serait encore à ingurgiter autant de vengeance que d'eau, tandis que la trabillaire trimait sur son talus. Mais le sifflet se fit entendre, la page était finie, nous fûmes sur pied d'un bond, et nous déployâmes le long de la voie. Elle arrivait, toussante et crachotant sur la côte, son fanal de tête changeant la nuit en jour, et détachant vivement nos silhouettes sur l'obscurité. La locomotive nous dépassa, et nous courûmes tous avec le train, certains escaladant les échelles latérales, d'autres faisant sauter les portes coulissantes de wagons couverts vides pour s'y hisser. J'attrapai un wagon plat chargé de grumes, de diverses essences, et gagnai à plat ventre un coin confortable. Je m'allongeai sur le dos avec un journal sous la tête en guise d'oreiller. Au-dessus de moi clignaient les étoiles, escadres tournoyantes en tous sens, dès que le train abordait une courbe, et je m'endormis en les regardant. La journée s'achevait, une journée parmi toutes mes journées. Demain serait un autre jour, et j'étais jeune. Quelques remarques en vrac après cette longue lecture très entrecoupée. On retrouve des choses qui sont absolument caractéristiques de ce qu'on appelle le roman picaresque, et je ferai peut-être bien que j'en parle un jour pour de vrai en prenant un extrait de Gilles Blas de Santillane, que j'ai beaucoup aimé à une époque qu'il s'agirait de reprendre, à savoir les dimensions décousues, qui sont ici vraiment mises en avant par cette métaphore des pages d'un livre de la vie, la métaphore du livre, comme livre de la connaissance, livre de la nature, livre de la vie, elle est très ancienne. Par exemple, le livre de la nature, je vous renvoie, je crois que c'est au traité de métaphorologie à vérifier, mais en tout cas aux travaux d'Hans Blumenbach, qui a beaucoup étudié ces questions, également Umberto Eco, qui les a étudiées également, je ne sais plus dans quel ouvrage. Mais ici, la métaphore qui peut être complètement savante, voire un modèle de pensée, elle est prise avec un certain amusement, toujours dans cette espèce de voix narrative conteuse, assez roublarde par moments, non sans contradiction, et celle-ci m'intéresse toujours, et j'ai envie de dire batteleuse. Il y a quelque chose Alors, il y a clairement du Melville derrière, mais je ne connais pas assez Melville pour en parler. Mais c'est pas Call Me Smile, hein, mais il y a de ça. Il y a vraiment de ça. De cette voix d'un conteur qui prend la parole et qui raconte. Et donc qui, en racontant, va unir, et par cette métaphore du livre, va unir, tout en disant la désunion d'un épisode à l'autre. Et cette désunion, elle passe par les registres de langue. Alors évidemment, les changements d'épisodes au sein d'un seul texte, et il s'agit d'ailleurs, dans Les Vagabonds du Rail ou le Trimard, d'un texte qui est par essence décousu, donc en 8 chapitres ou séquences ou articles, et qui, à l'intérieur même, est décousu, et j'avoue que je ne m'attendais pas à la violence, donc je vais mettre un trigger warning quelque part, de cette scène que j'avais complètement oubliée. Et je comprends pas que j'ai pu l'oublier ainsi pour tout ce qu'elle recèle d'essentiel à mon sens, notamment sur cette question d'une sororité, qui donc ne lie pas une adelphité. Hein. On a d'un côté une fraternité des hommes, une sororité des femmes, tout de même une volonté de défense, de la femme d'ailleurs encore plus que des enfants, même si les enfants sont d'abord marquants. Mais c'est cette sororité entre les deux vieilles femmes qui ne sont pas capables, n'étant jamais réellement sorties de chez elles, de s'installer dans une sororité monde qui devrait pourtant être la leur. Parce qu'il y a, et ça on l'avait vu en parlant de Vallès, une fédération des douleurs, mais cette fédération des douleurs, elle passe par une prise de conscience qui ne va pas de soi, et qui nous ramène à la notion de privilège épistémique, et j'en reparlerai probablement un moment, parce que ce serait quand même pas mal de faire une vidéo sur les théories du point de vue. Mais c'est pas encore le moment, mais là il y a des choses qui sont comme effleurées, touchées, et qui sont bouleversantes. Et ces épisodes, bon, mais ils rappellent
le Jack London, le narrateur-conteur que l'on avait vu dans la première vidéo, qui va se baffrer, mais en même temps paie en histoire vraie ou non, personnelle ou non, mais qui en tout cas paie par ses histoires, ce qu'il mange, et par ce qu'il donne à voir et à toucher jusqu'aux mains, d'un frisson de l'aventure, d'une vie de misère, mais aussi donc d'une jeunesse qui se vit en tant que jeunesse par ces épisodes. Et ce qui manifeste ici l'écriture en épisode, ce sont donc les rencontres complètement hasardeuses, aléatoires, qui vont faire des scènes qui passent les unes après les autres, et si j'osais, je pourrais dire que c'est un peu la métaphore des wagons. Je n'ai même pas très envie de faire cette métaphore. Et avec cette particularité que la métaphore de la page renvoie à quelque chose d'écrit, qui a pourtant un style très oral, et qui renvoie à des histoires orales, mais dont on passe à un moment à l'écrit, peut-être parce qu'il s'agit bien de dire et de valoriser, peut-être d'en oublier, ce ne sont pas vraiment des termes que j'aime tellement ici, mais de donner une autre dimension à ce qui n'est pas des contes, à ce qui est de la narration d'expérience, à ce qui est un partage d'histoire. Et là, je renvoie à Benjamin, le narrateur ou le conteur, à propos de Nicolas Lescaut, si je ne me trompe pas. Folio œuvre 3. Je ne sais plus si j'avais fait une vidéo dessus, ça serait pas mal non plus. Il faut que je me note des idées de vidéos. Et il y a ça, c'est ces rencontres incroyables qui se vivent pleinement et intensément, parce qu'elles sont, elles sont prises dans le feu d'une jeunesse, et c'est une nouvelle métaphore, mais qui veut vivre et qui veut vivre absolument, et qui vit absolument avec, non sans ces contradictions de « je veux me lever, j'y vais pas, ça n'est pas ma vie, je l'oublierai », et en même temps, avant on avait, c'était cette histoire dont je me souvenais le plus, et ensuite, lisez le reste. Donc quelque chose mais qui est évidemment le Jack London socialiste, qui rappelle les misères du peuple en particulier, donc des plus opprimés, des enfants, des femmes, et qui passe d'une histoire, on va dire, idiosyncrasique, singulière, horrible, racontée en une scène, et présentée comme la plus touchante, à quelque chose qui va finalement, pas la relativiser, mais la placer dans cette grande fédération des douleurs que j'évoquais. Et qui en même temps finit sur cette vision d'un homme qui dort clandestinement à la belle étoile dans un wagon, qui est une force qui va. Et je vous dis à bientôt.